sais pas si vous m'entendez bien là, oui. Donc, je voulais d'abord remercier l'Institut d'études scientifiques de Cargèse et puis le réseau IRN Nanoalloys de m'avoir donné la possibilité de vous présenter aujourd'hui euh, des réflexions sur l'utilisation des nanomatériaux et notamment les promesses et les risques. Et puis je vois ça un peu comme un juste retour des choses. J'ai l'habitude de venir depuis de longues années en Corse. Parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. Et donc, de pouvoir faire en Corse un exposé sur ce que nous, on fait, je trouve que c'est juste le retour des choses ici. Alors, les nanomatériaux, on en parle beaucoup, et quand vous faites une recherche, un peu sur Internet, vous allez trouver plein de choses sur le carnet de vaccination, sur quel risque pour notre santé, sur est-ce que c'est aussi inquiétant qu'on le dit, est-ce qu'on est tous cobayes, est-ce que, voilà, on va retrouver ça, chose, ou aussi, alors on a nos particules dans le Midi libre, sur des trésors pour la santé et la nature. Et ça veut dire en fait que les nanomatériaux, c'est quelque chose qui nous interroge, qui interroge la population, qui interroge les scientifiques, qui interroge le citoyen. Et en fait, c'est un peu tout ça qu'on voit ici. Alors, ça va du gentil au très méchant, mais on a toute la palette des opinions des gens sur les nanomatériaux. Mais paradoxalement, on a des réflexions, des oppositions aux nanomatériaux, mais les nanomatériaux, on les trouve partout. Hein. Et par exemple, dans ces écrans de Samsung, qui sont des LG ici, des LG NanoCell à 8000 diodes, ces diodes sont faites de nanoparticules qu'on appelle des quantum dots. Après, on le trouve aussi comme une marque générique. Là, par exemple, un aquarium nanocube qui n'a absolument rien à voir avec du nano, ou ici, près de mon université, une boutique nano-boutique qui en fait est une épicerie qui dépend de Franprix, et ils avaient mis ce nom nano, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était tout petit, ou des éponges magiques nano qui n'ont absolument rien de nano, c'est une éponge classique avec des petits trous dedans, hein, je veux dire, voilà. Donc ça veut dire que ça nous interroge, nous, sur ce que c'est que le nano. Et là, c'est un article très récent dans une revue spécialisée ACS Nano, American Chemical Society Nano, qui vient de paraître, sur les nanotechnologies durant les Jeux olympiques d'hiver. Et en fait, on retrouve ces nanomatériaux ou ces nanos-objets eh bien, dans des systèmes qui vont nous permettre de contrôler en temps réel la température, la vitesse, l'altitude, les pulsations du cœur. Quand vous courez et que vous avez des capteurs, c'est des nanotechnologies. Et puis dans les lunettes, hein, dans les masques de ski, eh bien, en fait, les revêtements anti-UV, anti-buée, ce sont des nanomatériaux qui sont dans la matrice polymérique du verre. Donc on les retrouve partout. Alors, c'est quoi en fait un nanomatériau, puisqu'on a plein de choses. En fait, dans la définition qu'on donne, un nanomatériau, c'est n'importe quel objet qui a au moins une dimension plus petite que 100 nanomètres. Un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Je reviendrai un tout petit peu après. Et puis, une nanoparticule, c'est nous, ce sur quoi je travaille et ce sur quoi beaucoup de gens dans notre école travaillent, c'est n'importe quel objet dont la dimension est moins que 100 nanomètres, les trois dimensions. Mais quand on a dit ça, on a dit quelque chose et on n'a rien dit. Parce qu'on ne dit absolument rien sur c'est quoi la matière qui compose votre nanomatériau. Est-ce que c'est des lipides? Est-ce que c'est des sucres? Est-ce que c'est des métaux? Est-ce que c'est du sel? Ça, on ne vous le dit pas. Et pour prendre une comparaison, c'est comme si on disait que tout ce qui est compris entre 1 cm et 1 mètre, c'était des macro-technologies. Donc, on ne vous dit pas l'intérêt. Donc, le nom dit des choses sur les dimensions, mais il ne dit rien sur la composition des objets, il ne dit rien sur leur fonction, et donc, quels sont leurs intérêts ou quels sont leurs risques, ou autre chose. Donc, c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, avec un petit mot sur le nanomonde. Donc, on est en nanomètres, hein. N, c'est pour dire 10-9 mètres, hein, donc 1 milliardième de mètre, et pour vous donner une idée, cette gamme du nanomonde, elle est ici. Ça correspond à un brin d'ADN, ça correspond au suie. Hein, quand vous faites des feux dans la cheminée, les suies sont constituées de poussière, de noir de carbone qui font de l'ordre du nanomètre. Un virus, c'est 70 nanomètres. Hein, c'est un objet de grande actualité actuellement. Et puis des atomes, c'est 1/10 de nanomètre. Hein, et ça, on les voit très bien. Puis bon, le chat, c'est 1 mètre, c'est un peu grand pour un chat, mais bon, c'est un gros chat.
hein. Et dans le monde plus artificiel, c'est là où on va trouver ce qu'on appelle, si vous en avez peut-être entendu parler, les nanotubes de carbone ou les fullerènes, qui sont des espèces de ballons de football construits avec des atomes de carbone ou des nanoparticules, je vais y venir tout à l'heure, d'or ou autre. Donc ça, c'est un peu tout le monde dans lequel nous, on évolue. Mais malgré tout, c'est quelque chose de très ancien. Hein. Et même si on n'en avait pas conscience, dans les millénaires qui nous ont précédés, il y avait des nanomatériaux. Hein. Ici, vous avez le buste de Néfertiti, vous pouvez voir à l'île des musées à Berlin, il est vraiment splendide. Et en fait, les fards à paupières que les Égyptiens utilisaient, ce qu'ils appelaient des collyres, en fait, c'était souvent obtenu par broyage d'oxyde de fer. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait du fer, on le broyait, qu'on appelle de la mécanosynthèse maintenant, et puis on mettait d'autres produits, des onguents, et on s'en faisait du fard à paupières, qui avait aussi des vertus antibactériennes qui permettaient de protéger aussi l'œil. Dans les mosaïques, les Romains ajoutaient des sels d'or, des sels d'argent, qui en fait, durant le processus de recuit, donnaient des particules d'or qui vont donner les colorations particulières. Et les maîtres verriers du Moyen-Âge, en fait, utilisaient dans leur protocole, dans leur recette de fabrication, eh bien, ils mettaient dans les verres, dans les vitraux, ils mettaient des sels métalliques qui, lors là encore de la cuisson, précipitaient. Alors, ils avaient leurs recettes, leur savoir-faire, et donnaient des colorations bleu, rouge ou jaune qui étaient uniquement faites avec des nanoparticules d'or ou d'argent ou de cuivre. Et pour vous donner juste un petit ordre d'idée, j'y reviendrai après, ces éprouvettes ici, qui contiennent une solution de différentes couleurs, c'est uniquement de l'argent. Hein, c'est des nanoparticules d'argent dont la taille et la forme varient, et c'est ça qui produit ces différentes couleurs, en fait. Donc on va y revenir après. Mais c'est aussi très ancien et c'est aussi déjà ce qu'on pourrait dire maintenant de la photonique, ce qu'on appelle la photonique, des effets de lumière, ce qu'on appelle les céramiques lustrées. Et on peut dire que c'est le premier système photonique, en fait. Ce sont des matériaux qui sont caractérisés par différentes couleurs selon l'angle lequel vous avez l'observé. Ici, dans ces petites palmettes brunes, ici, qui viennent de l'époque fatimide en Égypte au XIIIe siècle, en fait, ça apparaît marron quand vous le regardez directement, mais si vous inclinez le matériau, vous allez avoir ces iridations qui vont apparaître dans le système. Et quand on analyse, là, on peut gratter un petit peu, parce que là, la céramique est déjà cassée, donc on peut en prendre un petit bout. Quand on les analyse avec des moyens modernes, et ça a été fait dans le centre d'études de microscopie à Toulouse, on voit dans une petite coupe de la céramique ces petites billes, ces nanoobjets, qui sont des nanoparticules. Et c'est les réflexions de la lumière et des effets de diffraction et d'absorption, diffusion sur ces objets qui donnent ces colorations ici. Okay. Et puis il y a cette fameuse, on en a déjà parlé dans l'école, coupe de Ligurge qui est conservée au British Museum, qui présente des couleurs très différentes selon que vous l'observez directement en réflexion ou si vous illuminez l'intérieur et que vous avez cette fois-ci une observation après absorption et diffusion et qui apparaît rouge, rose et ici jaune. Et en fait, quand on analyse avec des méthodes modernes d'investigation ces matériaux, on voit que le caractère un peu dichroïque de ces réflexions ici proviennent d'une coloration qui est due, là encore, à la présence d'or et d'argent et en fait de nanoalliage. Donc bien, c'est ce que nous, on étudie actuellement dans cette école. Mais on a aussi montré que quand on fait une analyse globale de matériaux, il y avait aussi du cuivre. Hein. Et que ça, c'est une recette qui était connue, ce sont des chercheurs du labo qui ont un peu travaillé là-dessus, qui était connue dans les verres romains, où il y avait aussi pas mal de nanoparticules de cuivre. Et donc, à chaque fois, ce sont des propriétés optiques de ces matériaux qui vont rendre compte de ces effets. Plus près de nous, ici, ceux-là, c'est les vitraux de la Sainte-Chapelle, hein, donc qui étaient étudiés au laboratoire par des méthodes là, non destructives. Hein, on ne va pas aller casser les vitraux de la Sainte-Chapelle parce que sinon on va avoir des problèmes, mais on peut les analyser par des méthodes de spectroscopie, infrarouge, Raman, et en fait on peut montrer que là encore, il y a des nanoparticules d'argent et de cuivre, et en fait sur d'autres échantillons, on peut voir qu'en fait dans le verre, ici, dans l'épaisseur du verre, il y avait des couches successives
de nanoparticules, bon, on ne les voit pas à la résolution parce qu'il y a une grande résolution ici, qui étaient déposées dans le matériau. Hein. Et donc, c'est vraiment une histoire ancienne. Et puis, parce qu'on est en Corse, dans un article très récent d'ACS Nano, hein, ça date de 2022, voilà, enfin, la référence, il n'y a même pas les pages encore, c'est une revue sur 3 millénaires de nanocristaux. Hein, okay. Et ce qui montre, en fait, c'est qu'au début, pendant le 5e millénaire, durant les 5 millénaires avant JC, donc les habitants de Chypre utilisaient en fait des additifs qu'ils rajoutaient dans l'argile pour modifier les propriétés de l'argile. Et les Corses avaient déjà une longue tradition de mettre dans les poteries des petits agrégats d'amiante, et c'est vrai qu'il y a des mines d'amiante, notamment au Cap Corse, pour augmenter les propriétés mécaniques des céramiques. Et ça, c'est des travaux qui ont été faits par Kevin Peccechilicini, désolé pour l'accent, sur assez récent, dans les trucs qui avaient montré en fait qu'il y avait cette présence. Donc c'est le site de Cuciur-Pula, très loin, et dans lequel ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé des tessons de céramique dans lesquels on a retrouvé des inclusions de nanoparticules d'amiante, donc des fibres d'amiante, dont on sait qu'ils ont des propriétés réfractaires intéressantes aussi pour le système. Alors, ça, c'est ce qu'on utilise toujours. On ne va pas mettre de l'amiante parce qu'on est revenu un peu en arrière sur l'amiante, mais on peut mettre des nanotubes de carbone ou des petites billes d'argile dans des matrices de plastique pour augmenter la résistance de ces plastiques, et c'est ce qui se fait dans les pare-chocs, par exemple, de voitures. On va augmenter la dureté. Mais tout ce que je vous ai dit là, la nature l'a fait bien avant nous, puisque là, ce que je vous montre, ce sont des clichés de microscopie électronique obtenus sur ce qu'on appelle sur des bactéries, donc des magnétobactéries, où on voit en fait des grains, et ces grains sont des nanoparticules magnétiques, fabriqués par l'organisme dans son développement, et on retrouve aussi ce type de grains magnétiques dans les cerveaux des pigeons, et on pense que c'est ce qui leur permet d'avoir une orientation par rapport au champ magnétique terrestre. Alors, de notre point de vue, la naissance des nanotechnologies, vous voyez qu'elle est très ancienne en fait, elle a été vraiment théorisée par un chercheur américain, Richard Feynman, en 1959, dans une conférence qui maintenant est célèbre au Caltech, où il dit « il y a plein de vide tout en bas ». Et quand il dit plein de vide tout en bas, c'est à l'échelle atomique. Et il dit, on peut très bien écrire, maintenant on n'écrit plus l'encyclopédie, on va la voir sur Internet, mais on peut très bien écrire toute l'encyclopédie Britannica ou l'encyclopédie Universalis sur la tête d'une épingle, dès lors qu'on pourrait manipuler des atomes et écrire avec des atomes. Okay, et ça a ouvert un peu toute la voie à la miniaturisation, au fait que maintenant vous pouvez stocker de l'information sur vos téléphones ou sur une clé USB par exemple. Et ça, c'est tout le développement technologique qui a suivi en fait cette réflexion expérimentale, dès lors qu'on pouvait réarranger les atomes. Et donc en fait, là, l'idée a précédé la façon de le faire. Okay. Et si on reprend l'histoire comme ça, 59, Feynman dit que les lois de la physique autorisent parfaitement l'assemblage et la manipulation d'atomes. Norio Taniguchi, dans les années 70, lui, va utiliser pour la première fois le terme de nanotechnologie à l'université de Tokyo, et qui a été popularisé plus tard par Eric Drexler aux États-Unis, qui prédit lui aussi la possibilité de manipuler la matière à l'échelle nanométrique. Et le rêve est devenu réalité, je dirais, quand, en 81, on a inventé ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel. C'est Gerd Binich et Heinrich Röhrer qui ont eu pour ça le prix Nobel, qui travaillaient chez IBM à Zurich, et qui ont eu le prix Nobel en 86. Alors, juste pour la petite histoire, 4 ans entre la découverte et le prix Nobel, c'est une échelle très, très, très courte. Ce qui donne l'importance pour la communauté scientifique de cette découverte. Et donc, par exemple, la première chose, ils travaillaient chez IBM, et la première chose qu'ils ont fait, ils ont manipulé des atomes pour écrire IBM avec des atomes. Ici, c'est des atomes de xénon, un gaz noble, sur du nickel. Okay. Et puis après, il y a Lutz et Egler qui ont fait plein de choses, et là, par exemple, c'est l'idéogramme qui veut dire atome, réalisé avec des atomes de fer déposés sur une surface de cuivre. Donc, on pouvait manipuler l'atome pour faire un peu ce qu'on voulait avec ces atomes.
Donc les outils donc, ont précédé la vérification théorique après. Et donc du coup, le domaine des nanomatériaux, il est très vaste. Hein. Alors je ne vais pas tout vous faire tout ça, hein, je veux dire, rassurez-vous. Mais on va les retrouver, ces nanoparticules, dans des textiles, j'y reviendrai, dans le domaine médical, dans le domaine de la transition environnementale pour le stockage de l'énergie, dans le domaine de la santé, de la nourriture et de l'agriculture, dans le domaine industriel et dans l'électronique, puisque en fait c'est aussi un des débouchés, puis toutes les autres choses qui découlent en fait de ces grandes thématiques. Alors moi je ne vais pas tout vous faire, je vais juste vous citer quelques exemples, hein, dans lesquels je travaille aussi, mais dans lesquels il y a d'autres qui travaillent, qui illustrent un peu tout ça. Et le premier exemple, c'est quand on parle de magnétisme, de nano-aimants, d'aimants, en fait c'est le stockage de l'information. Et si, j'aime bien le faire un peu historiquement, ça, ce que je vous ai montré là, c'est un des premiers ordinateurs, en 1956, le ordinateur commercial, de IBM 305 Ramac. Donc l'ordinateur, c'est tout le monde, plus l'opératrice. Hein, voilà. Et ici, tout ça, c'est le disque dur. Okay. Et sur ce disque dur, vous pouvez mettre la quantité phénoménale de 5 mégaoctets. Hein, c'est-à-dire, sur 50 disques, hein, qui font chacun 24 pouces, ça stockait 2000 pages de texte, chacune contenant 2500 caractères, ce qui était beaucoup, mais comptez pas là-dessus pour stocker une chanson sur Spotify ou autre. Voilà. Alors, juste pour la manipulation, hein, le disque dur, il est là, et voilà le transpalette pour transporter le disque dur dans votre système. Donc ça a beaucoup évolué, parce que, et là je le mets en coût en fait. Hein. Stocker 1 gigaoctet de données sur ce genre de disque dur, dans les années 50, ça coûtait 3 millions d'euros. Hein. Stocker 1 gigaoctet de nos jours, ça coûte 5 centimes d'euros. Et tout ça, la différence, c'est la miniaturisation. Hein. Alors, entre-temps, on est passé par des choses qu'on n'utilise plus trop. Hein, il y a eu les floppy disks pour les plus anciens, les disquettes souples. Il y a eu, là je ne les ai pas mis, les bandes magnétiques. Hein, bon. Il y a eu les CD ou DVD, ça on les utilise encore un peu, mais là, quand il faut graver quelque chose sur CD ou DVD dans nos labos, parce que l'administration demande un texte sur CD, on a du mal à trouver un graveur. Et puis maintenant, on délocalise en fait ce qu'on appelle le cloud, le nuage. On délocalise le stockage sur des fermes de disques durs qui vont. Et donc les machines aussi ont suivi ce coup-là. Hein. Je veux dire, ça c'est pour ceux comme moi qui dans les années 80 ont travaillé sur Mac. C'était ça, hein, le Macintosh. On avait tout le système sur une petite disquette avec les logiciels de traitement de texte, le système, et on jouait là-dessus. Okay. Mais tout ça, c'est pour dire que les progrès de la technologie, et donc des nanotechnologies, parce que réellement c'est ça qui est derrière, ça nous a permis d'obtenir ça. Hein, donc de gagner en fait en souplesse. Et si je regarde un disque dur, c'est quoi un disque dur? Et ça n'a pas beaucoup changé. C'est en fait un ensemble de pistes qui sont constituées de domaines dans lesquels vous avez des particules magnétiques. Hein. Et on va aimanter ces particules magnétiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, soit dans une aimantation qui va être perpendiculaire vers le haut, soit vers le bas. Et dès lors qu'on change l'aimantation, une tête de lecture va dire mon aimantation là, elle a changé, et puis là, elle est retournée, donc ça va coder pour 1. Et puis quand dans une piste, il n'y a pas de changement de la magnétisation, ça code pour 0. L'idée, si on veut aller beaucoup plus loin dans le stockage d'informations, eh bien en fait, c'est de remplacer le stockage sur une centaine de particules par le stockage sur une nanoparticule. Alors ça pose beaucoup de problèmes en termes de physique, d'aimantation. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce serait une des voies pour stocker l'information, ce n'est pas la seule. Hein. Je ne dis pas que l'avenir de l'information soit le magnétisme, peut-être pas, mais ça reste quand même une des façons de stocker la plus sûre. Parce que quand vous stockez de l'information, il faut aussi que dans un millier d'années, vous puissiez la lire. Okay. Vous avez des clés USB, vous pensez qu'elle va tenir un millier d'années? J'ai des doutes. Hein, okay. Par contre, les livres qu'on a, les parchemins, les livres qu'on a, ils ont plusieurs millénaires. Donc quand on stocke l'information, il faut aussi penser à la façon dont on va la conserver. Donc ça, c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir. Alors, comment nous, on fait ça, là, ce petit disque dur, là? OK. Comment on peut faire ça?
Moi, je suis plutôt chimiste. Il y a deux façons d'arriver au nanomonde. La nanophysique, désolé pour mes amis physiciens, mais c'est juste assez élémentaire. On peut prendre une grosse pioche et casser le matériau, ce qu'on appelle la lithographie ou la nanolithographie, c'est ce qui est à la base des circuits conducteurs dans vos téléphones. Donc en fait, on va graver, en fait, aller du plus petit, donc aller du matériau massif vers le nano. Et puis nous, les chimistes, on a déjà l'habitude, c'est pas nouveau, de fabriquer des molécules en combinant des atomes les uns avec les autres. Et donc on peut aussi combiner des atomes métalliques les uns avec les autres. Donc on va partir de l'atome pour fabriquer des objets plus gros qui sont des nanoparticules. Okay. Donc moi, c'est un peu là-dessus. Alors je sais qu'il y a aussi des physiciens qui le font de cette façon-là. Je veux dire, je suis un peu réducteur là. Voilà, et juste un peu de chimie. L'idée qu'on a, c'est en fait, il faut qu'on ait si on veut vraiment développer ce que nous on va appeler de la green chemistry, donc de la chimie verte, des chimies non polluantes, et puis qu'on puisse utiliser dans l'avenir, il faut qu'on ait quelque chose qui soit vraiment simple. Et même quand vous faites de la chimie simple, ça se révèle très complexe. Et donc on mélange en fait juste deux matériaux, donc une huile, une oléamine qu'on trouve en quantité industrielle, qui est pour l'instant un résidu de l'industrie pétrolière, et puis cette molécule-là qu'on appelle un chlorotriphénylphosphine de cobalt. Bon, je ne vais pas y revenir, mais c'est juste qu'ici, vous avez un petit atome de cobalt qui est un atome métallique magnétique, et que quand vous chauffez ça pendant 1 heure, donc là, ici, j'ai ma bouteille, je la chauffe, il y a juste ces deux éléments-là, on chauffe. Alors, on est à l'abri de l'air, parce que ça s'oxyde. Et quand on regarde au bout d'1 heure ce qu'on a, eh bien, on a ça, des nanoparticules de cobalt extrêmement bien ordonnées. Et ça, c'est quasiment ce que je veux pour mon disque dur. Donc nous, on a les outils de le faire. Ça, c'est des outils chimiques, mais il y a aussi des outils physiques pour le faire. Et on peut même fabriquer des nano-alliages, c'est un peu ce qu'on fait, avec du cobalt et du nickel, qui sont deux éléments. Et en fait, on arrive, en contrôlant nos conditions, à fabriquer des petits nanobâtons. Et ces nanobâtons, vous voyez que spontanément, ils vont s'organiser ici. Et ça, c'est pas loin d'une piste magnétique sur un disque dur. Alors, je ne dis pas qu'on va faire des disques durs avec ça, mais je dis qu'on a des moyens pour aller vers ce genre d'objet. Le deuxième point que je voudrais apparaître, c'était par rapport à ce que je dis, c'est la photonique. On en a un peu parlé, et c'est un peu la manifestation la plus spectaculaire des nanomatériaux, je dirais. Alors, on a des variations de couleurs des objets selon la nature du métal. Et en fait, c'est parce qu'on peut considérer un métal comme un ensemble d'atomes ionisés qui baignent dans un nuage d'électrons. C'est très grossièrement. Et quand vous soumettez cet atome métallique, donc ce nuage d'électrons, à une onde électromagnétique, elle va osciller. Et il se trouve qu'il y a certaines fréquences de la radiation lumineuse qui font qu'il va entrer en résonance, l'oscillation du nuage et la fréquence et l'onde vont entrer en résonance et ça va provoquer une très forte absorption de la lumière. Et c'est ce qui se passe par exemple sur l'or. Cette absorption ici, elle est marquée sur un spectre d'absorption UV visible. Et ici, ce qu'on voit, c'est que quand le pic augmente, ça veut dire que la lumière est fortement absorbée. Et ce qui est important de noter, c'est que si la taille de votre objet augmente, l'absorption augmente. Donc la lumière est de plus en plus absorbée. Et puis aussi, si la forme de l'objet change, vous voyez que la bande ici, qui absorbe vers 500 nanomètres, c'est dans le jaune à peu près, va changer et va absorber vers le rouge ici. Donc on va changer, puisque quand on enlève une couleur du spectre électromagnétique, eh bien on n'observe que les couleurs résiduelles. Donc on va changer les couleurs du matériau. Et c'est typiquement ce qui se passe. Alors bon, on peut modéliser cette fréquence d'absorption. On peut montrer qu'elle varie en fait en fonction d'un facteur K qui dépend de la longueur et du rayon. Et si je change par exemple la forme des petits nanobâtons dont j'augmente la taille, ici, vous voyez que la bande d'absorption va se déplacer vers le rouge. Et puis on peut comme ça avoir des objets qui seront dans le bleu, dans le rouge ou dans le vert. Bleu, rouge, vert, ça fait une diode électroluminescente. Ici, c'est ce qu'on fait aussi en chimie, par exemple. Ça, c'est de l'or. Tout ça, c'est des nanoparticules d'or. On est loin du bijou.
et des couleurs dorées. Et donc, en fait, une nanoparticule d'or, c'est violet, en fait. Okay. C'est très joli. Hein. Il y a M. Faraday qui, dans les débuts du XXe siècle, a fait des nanoparticules d'or qui sont conservées à Londres dans des flacons depuis un siècle. Hein. Je veux dire, bon, ils ont un peu changé, mais c'est ces objets-là. Okay. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on montre, et il n'y a pas que nous, il y a plein de gens qui le font, et c'est des manips qu'on fait avec nos étudiants, on peut changer les conditions dans lesquelles on fabrique le matériau et observer en fait la couleur du matériau. Et là, pour des nanobâtons, vous voyez que ça devient jaune en passant par le vert ou le bleu. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans les vitraux. Hein. Là, c'est avec de l'argent, donc là, je vous en ai parlé, c'est des nanodisques d'argent. En fait, on a changé, là encore, la taille de votre nanodisque, hein, une trentaine de nanomètres jusqu'à 100 nanomètres. Eh bien, quand on change la taille, on change la couleur. On va passer ici du rouge au gris, en passant par le vert, sachant que les nanoparticules sphériques d'argent, c'est jaune. Hein. Et donc, c'est ça qu'on retrouve ici. Donc, dans les recettes qu'avaient les maîtres verriers, eh bien, selon le matériau qu'ils utilisaient, cuivre, argent ou or, et puis selon les procédés de synthèse, ils avaient des petits nanobâtons ou des petites sphères, et donc c'est comme ça qu'ils fabriquaient les couleurs ici. Plus près de nous, si je puis dire, un autre type de matériau qui a des propriétés optiques, c'est ce qu'on appelle les semi-conducteurs, les nanocristaux, ou les quantum dots, pour reprendre un terme qui commence à se vulgariser, hein, parce que c'est ce qu'on a dans les écrans télé. Vous avez QD LED, donc quantum dots LED, en fait. Et quand ces semi-conducteurs ont eux aussi des propriétés particulières, notamment de luminescence, c'est-à-dire qu'ils vont émettre de la lumière, qui vont avoir justement ces applications dans les écrans TV. Alors, très brièvement, un semi-conducteur, en fait, ce sont des matériaux dans lesquels tous les électrons sont ce qu'on appelle une bande de valence, et puis qui est pleine, hein, et on peut les promouvoir, quand ils absorbent de la lumière, on peut, dans certaines conditions, faire passer un électron de cette bande-là vers ce qu'on appelle la bande de conduction qui est vide. Et quand vous diminuez la taille de vos objets, en fait, vous changez la hauteur de ce gap en même temps que vous faites apparaître des structures. Mais ça se montre sur un spectre d'absorption en montrant que pour une certaine longueur d'onde, jusqu'à une certaine longueur d'onde, il n'y a pas d'absorption de la lumière, hein, il n'y a rien. Et puis dès qu'on atteint un photon dont l'énergie correspond au gap, eh bien on a absorption et ça change selon la taille. Et en fait, quand on fait ça avec avec des nanomatériaux, ici, alors c'est très mal cristallisé, mais c'est des semi-conducteurs de sulfure de cadmium, en fait, eh bien, selon la taille, vous avez ici un état excité, l'objet va se désexciter, donc l'électron qui est ici va retourner ici, et en fait, il va, pour cela, émettre de la lumière. C'est ce qu'on voit ici, avec ces observations, où on voit des objets verts, jaunes, rouges. Et là, en fait, on peut très bien moduler la taille de l'objet et donc avoir toute la palette de couleurs. Et donc ça, c'est aussi fait par des méthodes chimiques qu'on appelle des décompositions organométalliques. En fait, vous injectez des précurseurs, vous mettez des agents qu'on appelle des molécules passivantes ou des ligands qui vont stabiliser la nanoparticule, il faut contrôler la taille. Et puis, vous avez des objets très bien cristallisés, des petits clusters qui contiennent entre 100 et 1000 atomes. Hein. Et puis, quand vous avez ça, vous avez les tailles dont je vous parlais. Donc ça, on sait faire, notamment par méthode chimique, c'est très bien connu maintenant. Et puis, là encore, plus près de nous, hein, c'est l'Art Nouveau, donc c'est début du XXe. Là encore, des vitraux Art Nouveau, donc ça c'est une collaboration qu'on a que le labo a eue avec l'Université de Pise en Italie, où en fait on a montré que dans ces couleurs de ces vitraux, ce que vous avez, c'est des semi-conducteurs. Ça s'appelle du CDMNS en l'occurrence. Et donc selon la taille de votre semi-conducteur, vous avez des couleurs différentes. Donc on voit l'utilisation de ces objets et puis on peut faire des nanophiles comme ça de différents types de semi-conducteurs, différents types de matériaux, donc de l'arsenure, du GAN, du sulfure de cadmium, du sélénure de cadmium. Et donc vous allez avoir une diode ici avec les trois couleurs. Alors juste remarquer ici, et ça c'est un des problèmes de ce genre de choses, c'est que les éléments qui sont ici, sélénium, cadmium ou ici, sont des éléments hautement toxiques.
Donc ça pose le problème quand vous fabriquez on va venir petit à petit, quand vous fabriquez des écrans télé avec des quantum dots de ce type-là. Ah oui. Je ne suis pas dans la lumière, on ne va pas me voir. Donc ça pose le problème en fait du recyclage de ces matériaux. Et donc ça, il faut développer des technologies. Il ne faut pas qu'on balance l'écran après dans la nature parce que devient le matériau. Donc il y a toute la filière du recyclage qui est à penser en même temps qu'on développe ça. Mais malgré ça vous fait des super jolis écrans, et ça c'est l'argument qu'ont les constructeurs, LG, c'est justement de dire qu'on a des écrans dont les niveaux de contraste sont extraordinairement élevés. Et donc un rendu des couleurs qui sont très bien grâce à ce genre de choses, et qui vous permet aussi d'observer votre film, que vous soyez face à l'écran ou légèrement de biais par rapport à l'écran. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tous vous entasser sur le même canapé. Vous pouvez prendre de la place. Alors, c'est ça ce genre d'utilisation que vont avoir le truc. Alors après, il y a plein d'autres utilisations derrière, mais j'essaye de focaliser. Et un autre domaine qui est vraiment extrêmement important, c'est la catalyse. La catalyse, où on va utiliser des objets qui peuvent être des molécules ou des nanoparticules, ce qu'on appelle la nanocatalyse dans mon cas, pour faciliter une réaction. Alors la catalyse, c'est quoi? C'est un procédé qui va permettre d'accélérer une transformation chimique ou de réduire la température à laquelle cette transformation a lieu. Et ça, d'un point de vue industriel et pas que, c'est extrêmement important parce que si vous faites ça, vous pouvez gagner du temps ou gagner de l'énergie. Et les deux. Alors si on regarde un peu plus précisément, quand vous faites une transformation chimique, vous passez d'un système qui est des molécules à l'état A, et puis vous passez à l'état B. Mais pour aller, donc qui est de plus basse énergie, peut-être, et bien pour aller de là à là, il faut casser des liaisons chimiques, casser des molécules. Il se trouve que pour casser des liaisons, il faut apporter de l'énergie. Si globalement vous allez gagner de l'énergie, au départ, il faut quand même apporter de l'énergie. Donc un catalyseur, ça va être quoi? Ça va être un élément qui va permettre, au lieu de franchir ce col, de prendre un autre chemin réactionnel qui va nous permettre de faire ça. Plus prosaïquement, on a deux façons de faire les trajets marée ici. Soit vous passez par le Chintu, soit vous passez un peu plus bas et vous évitez de vous faire le Chintu. Okay? Personnellement, maintenant, je préférerais faire un peu plus bas que de faire le Chintu. Voilà. C'est un peu ça l'idée. On va changer le chemin. Okay? Et pour changer le chemin, en fait, on va utiliser des nanoparticules, enfin entre autres, je veux dire. Et ce qui est important dans ces phénomènes catalyse, c'est que vous allez mettre une molécule sur une surface. Et ce qui est la seule partie vraiment intéressante, c'est la surface. Vous avez des pots catalytiques qui fonctionnent avec des nanoparticules de platine. Si vous mettez un lingot de platine, ça ne sera pas beaucoup plus efficace que tout un tas de petites particules de platine. Par contre, ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, comme c'est une réaction de surface, l'intérêt des nanoparticules, c'est que plus vous réduisez la taille de particules, plus vous augmentez le nombre d'atomes en surface. Et sur des petites particules de l'ordre du nanomètre, on peut voir qu'il y a entre 40 et 50%, ou même des fois 90 ou 100% des atomes qui sont en surface, et donc qui sont utiles à la catalyse. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les pots catalytiques. Un des problèmes qu'on a sur les moteurs à combustion, c'est de dépolluer ces moteurs. Les normes de dépollution deviennent de plus en plus drastiques, à juste raison. Et donc, on a des filtres qui vont retenir des grosses particules. Et puis, on a aussi des substrats sur lesquels ils sont déposés des nanoparticules de métaux précieux, platine, palladium, rhodium, ce qui fait qu'il y a actuellement des gens qui volent les pots catalytiques pour récupérer le matériau ici et le revendre, je veux dire. Okay, parce que c'est extrêmement cher. Et donc, en fait, c'est à cette surface que vous allez avoir des flux de gaz qui vont permettre de transformer du monoxyde de carbone en CO2, du C2H4 en CO2, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment une application de tous les jours qui est vraiment importante, même si on va aller vers le retrait de ce type de moteur. Mais actuellement, c'est aussi ces applications qui vont nous aider. On parle aussi de l'hydrogène
comme alternative au combustible. Le problème, alors actuellement, si on regarde ici la consommation de carburant, c'est essentiellement des composés fossiles, hein, donc, essence, diesel ou d'autres choses comme ça. Si on regarde la part d'autres composés, on va retrouver de l'éthanol, du propane, l'électrique. Alors c'est des chiffres qui demanderaient peut-être à être réactualisés, je pense que ça a un peu augmenté, les biodiesels, le gaz naturel liquéfié, et puis une petite partie de l'hydrogène. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il faut le stocker. Et l'hydrogène, c'est un gaz. Okay, et le stocker l'hydrogène sous forme liquide, c'est à très basse température. Donc une station-service qui fonctionne à l'hydrogène, il y en a quelques-unes, c'est quand même pas quelque chose qu'on va avoir tous les jours dans notre vie de tous les jours. Et ce qu'on peut faire, et là c'est un projet qu'on a en développement en cours au laboratoire, c'est en fait d'utiliser ce qu'on appelle des liquides organiques transporteurs d'hydrogène. Ce sont des molécules qui contiennent des atomes d'hydrogène et qui peuvent les perdre ou les gagner dans un processus de transformation chimique. Okay, et en fait, bon, c'est ce qu'on appelle une diamine ici. Et l'idée ici qu'on a, c'est d'utiliser des catalyseurs qui vont faciliter en fait, à partir de ça, l'hydrogénation de cette molécule qui est liquide. Donc on pourra transporter sous forme liquide. Et à l'arrivée, une fois que le transport est fait, ou dans votre moteur, vous avez le même catalyseur qui fonctionne à température ambiante aussi, c'est ça l'intérêt, qui va permettre de libérer par la réaction inverse, l'hydrogène qui a été stocké. Et donc ça, c'est une des voies, pas la seule, mais c'est une des voies qui permettra le transport d'hydrogène et surtout de valoriser la génération, l'utilisation de l'électricité des sources intermittentes que sont l'éolien et le solaire. Hein. Et parce que vous allez produire de l'hydrogène par ce qu'on appelle une réaction d'électrocatalyse, donc en fait en cassant la molécule d'eau, vous fabriquez du H2 et du O2, ce n'est pas très polluant, mais après, une fois que vous avez fabriqué votre H2, bah, il faut le transporter. Et donc ça permet de valoriser les ressources, les énergies renouvelables, donc qu'on obtient par des processus intermittents. Alors, la photocatalyse, on va la retrouver avec un composé dont on a beaucoup entendu parler, le dioxyde de titane, alors, qui est utilisé comme agent blanchissant dans certains bonbons. On peut se demander pourquoi, si ce n'est pour faire joli. Et là encore, mais c'est aussi un dialogue entre le consommateur et le citoyen. On aime bien avoir un bonbon bien blanc, okay, mais pour avoir un bonbon bien blanc, où c'est comme un légume un peu tordu qu'on ne va pas prendre, mais pour avoir un bonbon bien blanc, il faut mettre du TiO2. Si vous ne mettez pas du TiO2, votre bonbon il sera un peu moins blanc. Est-ce qu'il sera moins bon? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que le consommateur voudra acheter un bonbon un peu moins blanc? C'est là où on a un travail à faire. Okay. Mais ce TiO2, en fait, il est utilisé parce que c'est un semi-conducteur qui peut, par des processus d'oxydoréduction, fabriquer ce qu'on appelle des agents oxydants, des radicaux, qui vont détruire les agents organiques qui peuvent s'accumuler, par exemple, sur une vitre. Okay, et c'est bien beau de construire des tours de 800 mètres de haut avec plein de glace, mais il faut les nettoyer, vos tours. Okay, hein, et même nous, à l'université, on a des glaces partout, mais elles ne sont pas nettoyées, donc, parce qu'on n'a pas de revêtement comme ça. Voilà. Donc ça devient obscur au bout d'un moment. Mais là encore, ça pose des problèmes environnementaux parce que vos TiO2, ici, ils sont dans le verre. Bon, là, ils sont stabilisés, mais on a beaucoup, et au Japon, ça a été très utilisé à un moment, comme agent désinfectant, le TiO2, ou comme agent de protection des surfaces. Mais là, vous allez devoir... C'est quoi la quantité, les conséquences environnementales de l'utilisation de ça? Et aussi, là encore, quand vous avez ça, il faut recycler votre matériau. Hein. Donc ça, encore, c'est un problème. Mais c'est aussi utilisé dans des systèmes, puisque ça va détruire des composés organiques, pour la purification et la décontamination de l'eau dans les usines de traitement des eaux usagées. Hein. Donc là, c'est aussi un avantage. Mais là encore, il ne faut pas que vos nanoparticules passent dans l'eau que vous allez consommer derrière. Alors, un exemple de cet effet photocatalytique, vous l'avez ici sur un rétroviseur qui contient ici sur une partie justement ces nanoparticules de TiO2 qui vont en fait auto-nettoyer votre surface. Si vous avez une surface qui est propre, vous n'avez pas de grains de poussière qui vont servir de germes à des gouttes d'eau
pour fabriquer de la buée. Donc ça, c'est ce qui permet d'optimiser votre système. Donc on va les retrouver dans des traitements de surface, effectivement. Donc, dernier point que je voudrais aborder avant qu'on c'est la santé. Hein. La santé où on a beaucoup de nanoparticules, et là on va attaquer directement le corps humain, je dirais ici. Hein. Alors, pourquoi on utilise des nanoparticules, je dirais, dans le truc. Le premier exemple, c'est la destruction des tumeurs cancéreuses par un phénomène qu'on appelle l'hyperthermie. L'hyperthermie, en fait, c'est quand vous prenez une nanoparticule magnétique et que vous la soumettez à un champ magnétique alternatif, votre particule, elle va tourner, en grosso modo, hein, elle va tourner, et en tournant, elle produit de l'énergie. Elle produit de l'énergie, donc elle va chauffer localement la cellule, la tumeur. Pour détruire une tumeur, il faut chauffer, hein, ou utiliser des traitements chimiques. Okay ? Donc, on peut faire ça avec des nanoparticules qu'on va protéger avec des agents spécifiques. On va les soumettre à une fréquence, un champ magnétique alternatif. Ça va permettre, une fois qu'elles sont rentrées dans la cellule, de détruire la cellule. Okay ? Mais évidemment, pour ça, il faut que votre particule rentre dans la cellule. Okay ? On peut faire ça aussi avec non peu de l'hyperthermie magnétique, mais avec de la plasmonique, avec des nanoparticules d'or. Alors effectivement, la contrainte par contre qu'on a ici, c'est qu'on va devoir utiliser des nanoparticules qui sont relativement peu dangereuses. C'est-à-dire des oxydes de fer, il y en a partout des oxydes de fer, hein, je dirais, on a été visiter là, les calanques et la couleur rouge des roches, c'est des oxydes de fer, hein, je veux dire. Okay. Donc, on a besoin de ces objets-là. Ça peut être de l'or, okay, parce que l'or, c'est relativement inerte, enfin, relativement. Et donc, c'est aussi un peu biocompatible, pas l'argent. Ou alors, fabriquer ce que nous, on appelle des structures cœur-coquille, c'est-à-dire une structure qui aura un cœur métallique qui sera peut-être un peu toxique, mais qui sera protégée par une coquille qui va la permettre de la passiver. Ça peut être de la silice, ça peut être un autre métal, ça peut être des choses comme ça. Alors, ça, c'était les premiers essais. Maintenant, ce qu'on fait, c'est en fait de fonctionnaliser la couche qui est ici en mettant des anticorps qui seront spécifiques de certains, ou des antigènes qui sont spécifiques de certains anticorps portés spécifiquement par une cellule d'une tumeur pour pouvoir ne détruire que la tumeur. Le problème, c'est que dès lors que vous faites des traitements qui vont détruire les cellules, il y a pas, si vous ne traitez pas le matériau, il n'y a pas de spécificité. Vous détruisez tout ce qu'il y a autour. Et c'est tout le problème de la chimiothérapie ou des choses, c'est qu'il faut vraiment localiser la dose parce que le médicament que vous utilisez, par essence, il est toxique. Mais c'est une balance risque-bénéfice. Le bénéfice, c'est vraiment détruire la tumeur, même si à côté, ça peut, de façon transitoire, affaiblir le patient. Mais au moins, on aura détruit la tumeur et après, il pourra revivre. Ici, ce qu'on appelle, c'est que maintenant, les nanomatériaux vont à la fois permettre d'aller dans la tumeur, transporter des agents thérapeutiques qui peuvent détruire la tumeur ou qui vont faciliter la diagnostic. C'est tout ce qu'on appelle maintenant, en couplant le mot thérapie et diagnostic, la théranostic. Et puis, on peut aussi toujours localiser le matériau. Si vous prenez des particules magnétiques, ça va vous permettre de mettre le principe actif uniquement sur la tumeur et pas tout autour où elle pourrait aussi avoir un effet. Et ça aussi, un troisième bénéfice pour le diagnostic, c'est que ces agents, c'est ce qu'on appelle des agents de contraste qui vont permettre d'améliorer l'image qu'on a en IRM pour voir où sont justement ces tumeurs. Okay. Alors, il y a eu aussi alors, il y a aussi tout ce qu'on appelle la vectorisation de médicaments, un peu c'est ça, dans ces objets-là. Après, il y a eu pas mal, et encore, on a des écrans solaires, on sait que les UV A ou B sont très mauvais. Alors, il y a beaucoup de soleil ici, j'adore, mais bon, des fois, il faut quand même se protéger, donc on va mettre des écrans solaires, okay. Mais et encore maintenant, dans les écrans solaires, qu'est-ce qu'on va trouver souvent? Là, c'est blanc, hein, la crème blanche de votre écran solaire, elle est jolie, c'est du TiO2. Okay, ou du ZNO. Et pourquoi? Parce que le TiO2, c'est ce semi-conducteur qui va permettre en fait d'absorber le rayonnement UV et puis il va faire d'autres phénomènes à côté. Mais il aura absorbé le rayonnement UV qui, lui, ne va pas aller sur vos cellules cutanées. Okay. Et donc, bon, c'est plus intéressant. Par contre,
bah, le TiO2, ce n'est pas très sain à long terme. Hein. Je veux dire, on sait que maintenant, c'est un agent qui est potentiellement cancérigène, donc on va éviter de le mettre sur la peau. Et puis, il y a un problème qui est lié à la pollution des océans avec ce genre de crème. Okay, il y a des États, notamment à Hawaï ou autres, qui ont interdit, et maintenant on l'a un peu en France, notamment dans les Landes, on interdit l'utilisation de ce type de trucs parce qu'ils détruisent la biodiversité du milieu, et notamment les coraux dans le système. Alors, pas uniquement lié au TiO2, mais aussi lié aux autres composants qui sont dedans. Et donc là encore, c'est une réflexion qu'on doit avoir sur c'est quoi le bénéfice-risque, hein. Il faut qu'on se protège, bien sûr, mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser ça? Et donc, il y a une recherche à faire pour remplacer ces éléments-là par d'autres éléments qui seront moins gênants pour l'environnement. Alors, ça vous donne un peu une idée des grands domaines dans lesquels on va trouver. Maintenant, ce qui, moi, me paraît intéressant, nous, on fabrique des nanomatériaux dans nos labos pour essayer de comprendre leur fonctionnement, mais les grandes sources, et puis leurs risques et leurs potentialités, leurs risques aussi, et puis de comprendre comment ils fonctionnent. Hein. Tout ça, c'est aussi parce qu'on comprend comment ça fonctionne. Mais quand on regarde les exemples d'activités humaines qui produisent des nanoparticules, ben en fait, vous avez les fonderies, vous avez le broyage de métal, qu'on produit pas mal, vous avez les boulangeries. On n'a pas idée qu'il y a des nanoparticules dans les boulangeries, mais la farine, c'est aussi des particules ou des nanoparticules qui peuvent avoir une taille de 100 nanomètres. Hein. Okay, il y a la soudure, il y a la découpe, il y a le soudage, il y a tous les travaux de découpe de métaux. Quand vous découpez un métal, vous fabriquez des particules métalliques. Ça, ce sont des nanoparticules. Et je dirais que c'est les réflexions que nous, on a dans nos laboratoires sur l'utilisation, les risques des nanomatériaux, ça permet aussi de faire progresser la protection qu'on doit appliquer pour les personnes qui fabriquent des nanomatériaux sans en avoir conscience et involontairement. Donc ça, cette compréhension qu'on a des phénomènes de toxicité des nanomatériaux autres qui nous permettent de développer les mesures de protection qu'on utilisera pour les travailleurs exposés à ces objets-là. Mais on voit que c'est surtout les tonnages, c'est important. Hein. Fabriqué en France, de la silice SiO2, c'est 310 000 tonnes par an. Le noir de carbone, 240 000 tonnes. Okay, le noir de carbone, c'est ce que vous trouvez dans les pneus. Si vos pneus sont noirs, c'est parce qu'on rajoute dans le caoutchouc, et ça c'est le brevet Michelin de fin du 19e, vous rajoutez dans les caoutchoucs des noirs de carbone qui vont permettre, un peu comme on l'a fait avec des fibres de nanoamiante dans l'argile, mais là on rajoute dans le caoutchouc du noir de carbone qui vont permettre de solidifier la structure, d'avoir une structure plus rigide. Parce que essayer de faire des pneus en caoutchouc naturel, vous n'allez pas rouler longtemps. C'est ça l'idée aussi. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous ai dit là, et notamment la dernière partie sur l'impact que peut avoir les nanomatériaux dans la santé, bah, ça montre aussi que nos objets, ces objets-là, ça représente aussi un risque pour la santé et pour l'environnement. Hein. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans la presse. Est-ce que ça détruit un truc? Quel risque pour la santé? Mais ça veut dire qu'il faut... On sait que la taille de la particule et la forme de la particule jouent un rôle important dans la toxicité pulmonaire et dans la neurotoxicité. Il y a des exemples les plus frappants, bah, c'est tout le problème des fibres d'amiante, hein, qui pénètrent profondément dans les poumons et qui ont induit des cancers par la suite. Okay, donc les risques dépendent de la dangerosité du produit. Et je dirais qu'il n'y a pas... A priori, il y a des risques spécifiques aux nanomatériaux, mais la démarche risque qu'on doit avoir, moi je suis chimiste, il y a des molécules chimiques qui sont infiniment plus toxiques, plus dangereuses que les nanomatériaux qu'on est amené à manipuler. Mais on a peut-être plus du recul sur ces molécules, encore que, par rapport aux nanomatériaux. Hein. Et puis, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on identifie leur niveau de toxicité, le degré d'exposition des gens à cette molécule, et puis aussi, est-ce que c'est dans un but thérapeutique ou pas, par exemple. Hein. Et puis, évaluer quelle est la nature des produits, mesurer ces produits dans l'atmosphère. Plus on découvre des propriétés nouvelles, plus on va raffiner nos méthodes pour détecter les produits dans notre environnement. C'est aussi ça l'idée de nos recherches. Alors,
là encore un peu d'histoire. Je crois que c'est révélateur. Après la découverte du radium par Marie Curie à la fin du 19e, le monde s'est emparé du radium. Okay, le radium, c'était joli. Donc on a fait des sous-vêtements radioactifs, des crèmes de beauté radioactives avec du radium. Et puis, ça je l'aime beaucoup, la laine au radium, une laine souple, élastique, résistante, épaisse et confortable, qu'un traitement physico-chimique a doué d'un remarquable pouvoir, la radioactivité. Okay. Chacun connaît les extraordinaires effets de stimulation organique d'excitation cellulaire transmis par le radium. Une laine ainsi traitée allie aux avantages propres du textile une indéniable valeur hygiénique pour tricoter la layette de bébé. Voilà. Okay. Ça veut dire que vous avez une découverte, on n'a pas encore toute l'information de la découverte, mais la société, les acteurs socio-économiques de la société vont s'emparer de cette découverte sans nécessairement avoir le recul pour faire des choses dont, heureusement, on a pu des layettes avec de la laine radioactive. Hein. Ça, c'est pour toi, Laurent. Il est là. Alors, la découverte du radium par Pierre et Marie Curie, c'est 1898. En 1900, on a commencé à mettre en évidence les propriétés physiologiques du radium. Et puis, parallèlement, au fur et à mesure, et notamment sur le traitement des tumeurs, hein, je veux dire, c'était déjà la radiothérapie qui est derrière. Et puis, on a, au fur et à mesure, on comprend l'action du radium sur l'organisme, on met en évidence les potentiels dangers de ce matériau. Et donc, en 1937, le radium est interdit dans toutes les utilisations non médicales. Donc, les laines au radium. Hein, okay. Et en termes de radiothérapie, on l'abandonne en 1976, ce qui est assez récent hein, quand même, pour le remplacer par d'autres éléments radioactifs, l'iridium-192 et le césium-137, qui avaient des durées de vie beaucoup plus courtes et donc qui permettaient d'être éliminés beaucoup plus facilement. Et puis en 2006, l'Agence nationale des déchets radioactifs, qui gère tous les déchets radioactifs en France, en fait, commence à collecter les montres phosphorescentes. Vous savez, les montres phosphorescentes, là, comme ça. Ça, c'est du radium. Okay. Et maintenant, c'est un déchet radioactif de faible activité qui doit être traité dans des centres spécialisés. Et donc l'ANDRA actuellement collecte toutes ces vieilles montres qu'on peut avoir chez nous parce que c'est un déchet radioactif. Hein. Okay. Donc il faut avoir cette idée-là. Et si je vous mets ça en perspective, c'est parce qu'il y a toujours un décalage entre la découverte d'un objet, son appropriation par la société, et puis le recul qu'on peut avoir par les études scientifiques ou les effets long terme qui vont nous permettre un peu de relativiser l'utilisation de telle ou telle chose. Alors c'est quoi les risques? Une particule, c'est d'abord une petite particule. Donc là, on va retrouver le fait, ce qu'on appelle les fameuses PM2,5, que vous avez des particules que vous pouvez ingérer et qu'ils vont pouvoir développer des pathologies pulmonaires, une inflammation chronique, dès lors que vous absorbez, inhalez cette matière. Okay. Il y a aussi le fait qu'il peut y avoir une biopersistance, donc des problèmes pour les éliminer, et qu'ils peuvent traverser certaines barrières cellulaires et donc s'accumuler dans l'organisme. Okay. Il y a aussi le fait que ces particules, plus l'ozone, ça augmente la sensibilité aux allergènes et on est assez conscient actuellement qu'il y a une forte augmentation des allergies dans la population, hein, qui sont entre autres choses liées aux particules. Alors ça peut être les particules liées au combustible qu'on a dans l'air, liées à l'utilisation des véhicules à moteur thermique. Hein. Donc il y a tout à fait des stress oxydants, des inflammations, une certaine génotoxicité, donc une modification un peu. Et puis il y a aussi sur l'environnement, le changement climatique n'est pas que dû aux particules, hein, c'est dû principalement aux gaz à effet de serre. Et on l'a vu très récemment en fait sur les épisodes de poussière saharienne sur la neige. En fait, si vous avez vu ces images assez spectaculaires de skieurs dans les Pyrénées, et on a l'impression qu'ils skient sur une dune de sable et c'est de la neige. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous modifiez l'albédo du système et vous perturbez le climat aussi. Alors, c'est quoi les facteurs de risque? C'est ingérer les nanoparticules, donc ça veut dire qu'il faut qu'on protège quand vous manipulez, ou quand, nous on a un peu l'habitude de ça, mais quand dans l'industrie haute vous faites des suies ou des choses comme ça, il faut effectivement être protégé. Hein.
et pas juste avec un petit masque chirurgical, par exemple. Ça ne sera pas suffisant. Ça peut être là aussi l'inhalation des nanoparticules, hein, parce que ça peut en fait traverser certaines barrières cellulaires et arriver jusqu'au cerveau. Et puis l'exposition à la peau. Il y a des choses, il y a des particules qui peuvent, quand elles sont en phase liquide, traverser la peau, du fait de leur taille. Donc il faut être conscient de ces choses-là et puis qu'on continue à étudier ces différents facteurs-là, parce que c'est ce qui va nous permettre d'optimiser le système et de réfléchir à la balance bénéfice-risque. Okay. Mais ça, pour ça, il faut qu'on continue d'étudier ces objets-là. Donc les risques potentiels, donc là c'est des données de l'INRS, hein, de l'Institut en France qui gère tous les risques professionnels. Bon, il y a des problèmes d'écotoxicité, il y a des problèmes de réactivité. Hein. Je veux dire, on sait que un des problèmes du stockage des céréales, par exemple, c'est que dans les silos à grains, vous avez de la matière qui est extrêmement divisée et qui est explosive. Hein. Pourtant, c'est un produit complètement naturel, le blé. Okay. Vous avez des comportements différents de ces objets-là dans les milieux biologiques et dans les milieux environnementaux. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on maîtrise tous les risques durant tout le cycle de vie. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur la recyclabilité. Okay. Je voudrais juste... Ouais. J'ai mon dernier transparent. Juste dire un mot sur les... Je parlais des sous-vêtements radioactifs, là. Actuellement, on a des vêtements avec des nanoparticules d'argent antibactériennes. Okay. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des nanoparticules d'argent dans des sous-vêtements, parce qu'ils sentiront meilleurs à la fin de la journée? Ou est-ce que c'est peut-être plus efficace de les laver? Parce que quand vous allez laver votre sous-vêtement avec des nanoparticules, les nanoparticules elles vont passer dans l'eau de lavage au bout d'un certain temps. Et elles passent dans l'eau de lavage, on les retrouve dans les rivières, on les retrouve dans les... C'est ça le problème. Donc pensons aussi aux usages de ces matériaux. Et donc, pour conclure, je dirais que tous ces impacts de nouvelles technologies et matériaux, quand vous avez des nouvelles techniques, vous avez des nouveaux usages. Nouveaux usages qui peuvent aussi manipuler le vivant, et donc ça veut dire quelle traçabilité des objets vous avez et quel problème éthique ça pose à la société. Nouveaux matériaux, donc toxicité, c'est quoi? Dégradabilité, c'est quoi? Et donc l'impact sur l'environnement et la santé, c'est quoi? Et ça, c'est l'objet que nous, on a dans nos laboratoires, de réfléchir à ces objets-là, leur utilisation, les toxicités. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue ces études-là, adaptées aux progrès scientifiques et techniques, et puis qu'on a aussi besoin d'un dialogue citoyen, mais un dialogue citoyen basé sur une réflexion scientifique. Ce qui s'est un peu mis en place durant l'épisode Covid avec les comités scientifiques qui aidaient, mais qui ne prenaient pas la décision, mais qui aidaient la décision des politiques. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Mais pour moi, je dirais que les nanoparticules sont présentes dans notre environnement depuis très longtemps. On les manipule de façon consciente ou inconsciente, mais il y a beaucoup d'applications qui apportent de réels progrès sur le système, que sont de réelles opportunités, mais est-ce que tous les usages qu'on a des nanoparticules sont vraiment utiles? Ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Et donc, on a aussi besoin de ces études détaillées actuellement sur la dégradation, toxicité. Et puis, je finirai par une formule de Marie Curie qui dit que rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris, et c'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. Et je pense que ça reflète bien, et pourtant c'est assez ancien, la démarche scientifique. C'est vraiment basé sur la rationalité de notre démarche et que c'est ça qui va nous aider à comprendre les potentiels et les risques des nanomatériaux. Et je voudrais vous dire merci. Alors, je peux dire aussi grazie, mais j'avais trouvé ça aussi. Merci à vous pour votre association. Et puis, je pense qu'on a un peu de temps pour le débat. Voilà.